docteur Joël Doté, qui est responsable adjoint du laboratoire sous-régional polio, pour les références sous-régionales. Ils font aussi les rotavirus, ils font la rougeole, ils font. Donc, je vais laisser vous présenter un peu les activités. Dès qu'on réalise au labo, pour la poliomyélite dans la région africaine de l'OMS, entre-temps, on recevait même des échantillons des enfants paralysés du Tchad, du Cameroun. Et c'est les soucis de transport aérien qui font que maintenant, on ne traite que des échantillons de celles d'enfants paralysés du pays. Mais voilà, on peut aller jusqu'à la détection du type viral qui cause ces paralysies. Et on travaille en collaboration avec le centre collaborateur OMS de Paris, qui nous permet d'aller jusqu'au séquençage et de savoir exactement d'où proviennent les souches qui pourraient être à la cause de ces cas de paralysie. Dernièrement, le pays est rentré en épidémie de ce qu'on appelle la poliomyélite due au vaccin. Parce qu'en fait, chez les enfants non vaccinés, lorsqu'ils ingurgitent le vaccin métabolisé par ceux qui sont vaccinés, ils courent le risque d'amener ce vaccin à réverter avec beaucoup de mutations, et le vaccin muté peut entraîner une paralysie au même titre que le virus de la polio. On a même quand même, je sais qu'à depuis 2019 jusqu'en 2023, le pays était en épidémie de ce type. Jusque-là, les choses se sont calmées de ce côté. J'ai entendu qu'il y avait eu un cas dans le Nord, oui. Mais ça s'est arrêté. Oui, ça s'est arrêté. Nous sommes aussi laboratoire national de référence de l'OMS pour les gastro-entériques à rotavirus. Vous savez que plus de 50% des cas de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans sont d'origine virale. Et le premier virus incriminé, c'est le rotavirus. Donc, grâce au support de l'OMS, on a un laboratoire national de référence. Le centre de référence, c'est le complexe pédiatrique de Mont. Donc, nous recevons des selles des enfants diarrhéiques, atteints de diarrhée de là-bas, et on fait la recherche des rotavirus. Nous, étant habilités, on va jusqu'à déterminer le type, le génotype de rotavirus qui est à la base de ces cas de diarrhée. Ça nous permet de suivre l'évolution, l'émergence, la disparition, la réémergence des différents génotypes de rotavirus qui peuvent provoquer ces en fait, le rotavirus, c'est un virus segmenté. Il est segmenté en 11 segments. Et à l'heure où on se parle, on est déjà... Parce qu'il y a deux régions du génome viral qui font le génotype. Il y a la région VP4 qui code pour les génotypes G, et puis la région VP7 qui code pour les génotypes P. Et donc, c'est la combinaison de ces deux génotypes qui permet d'avoir le génome groupe. Et à l'heure où on se parle, pour les G, on a déjà vu de G1 jusqu'à G12. Entre-temps, on n'avait pas le G12 chez nous, mais en 2009, on a eu l'émergence du G12 chez nous. Et les génotypes P prédominants, c'est le P4, le P6 et le P8. Voilà, donc ce sont ces génomes-là qui circulent le plus souvent, mais chaque année, il y a disparition d'un génotype et émergence d'un autre génotype. Et le génotype qui reste le plus souvent longtemps, c'est le G2. Le G2 est resté presque présent sur 5 ou 6 ans. Il circule même actuellement. Mais là, on a vu la réémergence du G9 qui n'était pas vu depuis 2021. Et là, en 2024, on a vu que le G9 est revenu. Donc, ça fluctue. Et vous comprenez pourquoi à un moment donné ça revient ou ça repart? Oh, c'est juste la pression. Vous savez, certains génomes groupes font pression sur d'autres et ils s'expriment un peu plus que d'autres. Et donc, il y a également les importations. Certains sont importés parce que les pays qui entourent la RCA, le Tchad, la RDC et tout, ils connaissent les épidémies de rotavirus. Et donc, le plus souvent, les enfants peuvent importer ces virus-là, et ce sont ces virus qui sont à l'origine des différentes émergences qu'on peut penser. C'est plutôt les mouvements fluctuations. Oui, les mouvements et les fluctuations. Et après, il y a la pression virale aussi. Certains génotypes qui font pression sur d'autres et ils s'expriment un peu plus que d'autres aussi. Et ça, on comprend les mécanismes pourquoi un peut s'exprimer à un moment donné. Qu'est-ce qui fait dans l'environnement qu'un s'exprime à un moment donné? En fait, c'est une étude qu'on voudrait soumettre l'année prochaine pour aller chercher la circulation
de ces rotavirus dans l'environnement. Et voir en fait l'impact de l'environnement sur la survenue des différents groupes. Et on n'a pas voulu le faire que nous, on est en train de s'associer avec le laboratoire de bactériologie pour aller chercher tout ce qui est résistance antimicrobienne dans l'environnement et pour voir avec le laboratoire des hépatites également, pour voir la distribution des hépatites à transmission hydrique telles que l'hépatite A, l'hépatite E, voilà, sur l'étendue du territoire. Vous sentez déjà que l'environnement, que le milieu a un impact sur la traite de l'INEPA? Certainement, parce qu'on sait en fait que ce sont des maladies à transmission féco-orale. Oui. Donc l'environnement a un impact important sur la circulation de ces virus, et ce sont des virus nus qui résistent assez longtemps dans l'environnement. Et donc je pense à juste titre que cette étude pourra nous aider, parce qu'en fait la circulation des rotavirus qu'on voit ici avec les disparitions, la réémergence, ne se font qu'au niveau du complexe pédiatrique qui couvre Bangui et ses environs. Or là, c'est un projet sur lequel on peut travailler, parce que comme on est laboratoire régional de référence OMS, on fait de la surveillance environnementale aussi, surveillance des virus dans l'environnement. Donc on reçoit des eaux usées de presque toutes les régions du pays. Et donc on veut travailler sur ce type d'échantillon pour avoir une vue globale sur la circulation des rotavirus et d'autres pathogènes, que d'avoir une vue assez minimaliste de ce qui se passe à Bangui et aux alentours. Donc ça veut dire que la qualité du sol pourrait influencer le milieu, si c'est dans l'eau, si c'est dans la terre, mais même, je ne sais pas, je dis une bêtise, mais le pH du sol pourrait influencer. Forcément, c'est des virus qui aiment vivre à pH basique. Parce que, vous savez, même s'ils sont nus, ils sont entourés d'une capsule que l'acide peut détruire. Donc un pH acide n'est pas propice à leur développement. Donc je pense que l'environnement a un impact important sur la circulation de ces types viraux. Et ce serait bien d'aller là pour voir. Ça pourra nous aider à trouver la réponse pour voir certains génotypes disparaissent de nos émerges. Je ne sais pas du tout, mais comment on peut acidifier par exemple un sol? Qu'est-ce qui fait dans l'environnement, je ne sais pas, la présence d'arbres qui pourrait acidifier un sol ou au contraire le rendre plus basique? Déjà, le fait aujourd'hui, avec le développement technologique, avec tout ce qui arrive aujourd'hui, avec des produits chimiques qu'on déverse n'importe comment dans l'environnement, naturellement, cela détruit, modifie le pH du sol. Et vous savez très bien que le phénomène de la photosynthèse avec le nombre des arbres qui peut modifier. Donc, plus on coupe ces arbres, plus, là aujourd'hui, on est dans surtout à Bangui, on est dans le mécanisme de la modernisation, avec moins d'arbres, plus de maisons. Mais naturellement, en détruisant ces arbres, on modifie la constitution du sol, qui pourrait être un environnement maintenant propice pour déjà l'enfouissement des types viraux et leur émergence plus tard. Surtout avec ce qu'on connaît aujourd'hui, avec les cas d'inondation et tout, qui pourraient être régionalisés. Parce que du coup, un milieu où il y a plus d'arbres, c'est un milieu qui est plus acide. Oui. D'accord. Et un milieu où on coupe les arbres, ça rend le milieu plus basique. Ça rend le milieu plus basique et le milieu propice à l'enfouissement des virus. Et il résiste longtemps, tel que le poliovirus, lui, il peut rester entre 6 mois et 2 ans dans l'environnement, sans être modifié. Et dès qu'il y a une situation propice, il peut émerger. Donc, je pense que ce serait bien, on est déjà en train de discuter avec les autres collaborateurs pour écrire le projet, on va le soumettre et on espère pouvoir obtenir le financement, parce que c'est quand même un projet lourd, mais au moins ça nous donnerait une idée globale sur l'impact de l'environnement, sur la circulation de ces types viraux, ces types de microbes, sur l'étendue du territoire, et ça permettra de donner une vue globale que là, je vous parle de rotavirus, pourquoi? Parce que la vue qu'on a, c'est que Bangui, quoi. Si on reçoit des enfants, c'est qu'ils viennent peut-être des 100 km autour. Parce que ceux qui sont à Birao, par exemple, qui font des diarrhées, on ne sait pas. On arrive à savoir que... La diarrhée est toujours la première cause en Centrafrique de décès chez l'enfant. De décès chez l'enfant. Et on sait que 50% de ces diarrhées sont d'origine virale et 80% des diarrhées virales sont dues au rotavirus. Donc ce serait vraiment un manque à gagner. Pour nous, on est encore en plaidoyer avec l'OMS pour voir comment on arrive à porter les autres cas de diarrhée Vous dites 80% c'est d'origine virale et 50% rotavirus. Non, 50% des diarrhées sont d'origine virale. Et 80%. Voilà, 80% de ces 50%, c'est le plus incrédible, c'est d'abord le rotavirus.
Et dans le monde, la première cause de diarrhée en Afrique subsaharienne, c'est l'hépatovirus. Avec un taux de morbidité, de mortalité quand même assez élevé, on est autour de 30%. D'accord. Et donc c'est quand même un fardeau assez lourd. Ou les enfants de qui meurent de déshydratation. Oui, c'est les cas graves. Et le directeur peut vous dire, on est dans un pays où, quand la diarrhée commence, les parents ne viennent pas directement à l'hôpital. Donc ils vont traîner à la maison le temps de... Quand ils arrivent, c'est souvent dans des situations quand même assez difficiles. Jusque-là, les vaccins anti-rotavirus n'ont pas encore été introduits en routine. Normalement, il y a un vaccin qui existe qui devrait être introduit en routine. Mais jusque-là, ce n'est pas introduit, donc les enfants ne sont pas protégés contre les types de virus. Et vous savez, comme il y a plusieurs génotypes, un enfant qui a déjà fait un rotavirus, il peut encore le faire une autre diarrhée, un rotavirus cause des différents groupes viraux. Et le vaccin protégerait tous les types Oui, c'est un vaccin multivalent qui protège contre. Il y a un vaccin qui protège contre tous les types, et il y a un deuxième vaccin qui protège contre le variant G12 qui vient d'arriver. Donc ça permet vraiment d'avoir une bonne balance. Là maintenant, l'Inde vient d'obtenir l'homologation de 2 autres vaccins qui permettraient vraiment de couvrir les nouveaux groupes que les autres couvrirent. Donc ils ont obtenu l'homologation de l'OMS. On ne sait pas, est-ce que les 2 autres vaccins de l'OMS de l'Inde vont être introduits pour qu'on puisse avoir un tétravalent sur le vaccin anti-rotavirus. Voilà, on est encore en discussion avec Gavi pour voir si ce serait bien qu'on puisse introduire ces vaccins-là pour protéger les enfants contre eux. Parce que c'est quand même un lourd fardeau. Et donc, pour le dernier service, on est laboratoire national de référence OMS pour la rougeole. Et comme c'est une maladie virale éruptive, on fait le diagnostic différentiel avec la rubéole. Au niveau du ministère, ils ne font pas la chaîne de la rubéole, mais nous, lorsqu'on a un résultat négatif pour la rougeole, on fait un diagnostic de la rubéole. Donc on fait des projets de recherche également sur la rubéole. Et comme vous le connaissez, le plus grand fardeau de la rubéole, c'est la rubéole congénitale, avec les malformations à la naissance et tout. Donc on a un projet avec l'ambassade de France pour essayer de prendre compte le fardeau même de la rubéole sur les malformations congénitales. Et donc sur ce, là actuellement, le pays est en épidémie de rougeole sur 22 districts. On a 35 districts, il y a 22 districts qui sont en épidémie de rougeole. Il y a eu des activités de riposte, mais le virus grâce à ça, grâce au laboratoire, on arrive à avancer ces données-là. Et on a augmenté notre compétence. Aujourd'hui, le laboratoire est capable de faire le génotypage sur les souches de rougeole et rubéole. On travaille avec un centre collaborateur au Luxembourg pour le séquençage, parce que comme on n'avait pas le séquenceur sur place, donc on a envoyé des produits PCR et ils nous renvoyaient les séquences. Nous-mêmes, on les analyse sur place et ça nous permet d'avoir une idée sur les génotypes de rougeole et de rubéole qui circuleraient dans le pays. Donc voilà à peu près les activités de santé publique, de surveillance et les activités de recherche que nous... Polio, rotavirus, rougeole, rubéole.